Bienvenue dans ce nouveau quart d'heure labo dans lequel on va parler des problématiques du système vestibulaire et notamment du réflexe tonique asymétrique du cou. Donc l'objectif c'est de voir un petit peu nous dans les différentes personnes qu'on va suivre parce qu'on suit des personnes de différents horizons, que ce soit en milieu scolaire, en milieu lambda ou dans le milieu sportif, et voir quelles problématiques on peut rencontrer au niveau du système vestibulaire et ce qu'on observe le plus souvent. Par exemple, toi, Sébastien, est-ce que tu observes souvent des problématiques d'ordre vestibulaire dans tes suivis? Quand même, très souvent, je dirais pas que 100% des personnes que j'ai en bilan et en suivi ont des problématiques au niveau vestibulaire. Par contre, je sais que tout le monde en bénéficie. Parce qu'il y a toujours le côté où c'est bien calibré pour pouvoir simplement bien vivre, mais après, tu cherches à optimiser toujours les informations vestibulaires. Parce qu'en fait, on sait que de par différentes recherches, comme quoi le système vestibulaire a aussi beaucoup de corrélations par rapport aux émotions de manière générale, mais également par rapport au sommeil, par rapport à la nutrition, etc. Et en fait, c'est quelque chose qui est pas stable dans la vie de tous les jours, mais quelque chose qui est fluctuant à travers la journée et qu'une de petites simulations vestibulaires pour activer le système peut vraiment être bénéfique pour la grande partie des personnes que j'ai en bilan et en suivi. Ok. Est-ce que tu utilises dans ta façon de tester, différents testings autour du vestibulaire, j'imagine, des réflexes archaïques comme, tu sais, Moro, RTAC, RTL ou RTSC? Ouais. Oui, parce que finalement, c'est les réflexes que tu viens de mentionner, je sais que tu le sais, ont une stimulation sensorielle à travers le système vestibulaire. C'est-à-dire que chaque réflexe archaïque a une stimulation bien spécifique qui vient entraîner le réflexe, s'il est présent ou s'il n'est pas présent. Et en fait, le réflexe de Moro, le réflexe nuque asymétrique du cou, le réflexe nuque labyrinthique sont des réflexes qui ont une stimulation sensorielle à dominante vestibulaire. Ça veut dire que si tu as des problématiques fonctionnelles au niveau vestibulaire, il peut y avoir des répercussions à travers ces circuits préétablis au niveau des réflexes archaïques, comme ceux qu'on a mentionnés. Maintenant, je vois pas forcément de distinguo entre la segmentation entre une évaluation spécifique vestibulaire et une segmentation spécifique réflexe archaïque. Il y a une problématique d'ordre vestibulaire. Après, comment elle se manifeste? C'est pas que je m'en moque, mais l'objectif, c'est de venir apporter des stimulations qui soient spécifiques et qui lui apportent un mieux-être finalement. Après, parler de vestibulaire, de réflexe archaïque, c'est juste des mots pour dire des trucs cool, Ouais, mais en vrai, exactement. c'est juste quelque chose. La personne a besoin de quelque chose, tu viens lui apporter. Voilà. C'est comme ça que En je le fait, vois. oui, c'est surtout que les réflexes archaïques se basent sur des observations du jeune enfant, alors qu'au finalement, ce sont des stimulations sensorielles liées au système vestibulaire qui permettent de détecter ces réflexes archaïques-là. Donc, que tu fasses un Moro ou un RTL, tu es presque en train de tester la même chose, sachant que de Hmm. toute façon, c'est au niveau des canaux postérieurs que tu vas détecter possiblement un Moro et un RTL. Et aussi des fois un RTSC, puisque tu as cette bascule de la tête sur le même plan. Par contre, ce qui est intéressant avec les réflexes, je pense, c'est ces circuits préétablis vont pouvoir des fois expliquer les répercussions qu'il y a suite aux stimulations vestibulaires. C'est-à-dire que quand tu fais une évaluation spécifique vestibulaire, des fois tu auras une manifestation qui va se traduire par une perte d'équilibre, par exemple, parce qu'on parle des vestibulaires. Par contre, ce qui est intéressant, lorsqu'on comprend ces circuits à travers le RTAC, le RTSC, le RTL, le MORO, etc., en fait, des fois, tu vas comprendre les corrélations et la répercussion physique qu'a cette simulation ou cette mauvaise calibration vestibulaire. Donc, par exemple, si tu as un RTAC, bah, tu peux comprendre la corrélation entre le système vestibulaire, peut-être avec les problèmes d'équilibre, de coordination ou tension au niveau du membre supérieur. Là où peut-être le moro sera peut-être plus en lien avec l'émotionnel. Mais par contre, ça restera toujours cette prédominance vestibulaire, mais avec des répercussions qui sont un petit peu différentes en fonction des canaux ou des organotélytiques, en lien avec un réflexe bien spécifique. Voilà. Ok. Et toi, Romain, dans ta pratique avec tes sportifs, Ouais, c'est quoi la question? la même question qu'avec Seb, quelles observations tu fais autour du système vestibulaire et comment tu peux aller le travailler? Bah, le système vestibulaire, je considère que l'équilibre, c'est une qualité physique. Et qu'en fait, ce qui nous permet de gérer l'équilibre et donc de développer cette qualité physique, c'est le système vestibulaire. Donc en fait, c'est simplement une batterie de tests qui nous permet de dire est-ce que dans le mouvement, le sportif en face de moi, dans sa pratique, est-ce qu'il a les bons prérequis d'un point de vue de l'équilibre? Est-ce que c'est une qualité physique qu'il va falloir entraîner pour la pousser un step plus loin? Et ben, comme tout testing, on va regarder avant tout les déséquilibres droite-gauche.
Est-ce que son équilibre, médié par le vestibulaire côté droit vs le vestibulaire côté gauche, est équivalent? Et est-ce qu'il est capable, par exemple, ben, on a des compétences qui sont, par exemple, le réflexe vestibulo-oculaire, qui est d'être capable de garder une cible des yeux tout en tournant vite la tête. C'est quelque chose, tout en tournant le corps, la tête, etc. Bref, c'est une chose qui est intéressante à savoir faire pour un sportif, par exemple, en sport collectif. Être capable de se retourner tout en gardant le ballon du regard, des choses comme ça. Est-ce que cette compétence, elle est poussée à 100% si on parle de qualité physique, de compétences physiques liées à la qualité physique qui est le vestibulaire, l'équilibre? Et est-ce que cette compétence est poussée à 100%? Est-ce qu'il y a un équilibre entre le côté droit et le côté gauche? Et est-ce qu'éventuellement, les problématiques observées sur le terrain ne peuvent pas être expliquées par le fait qu'un côté droit vs un côté gauche est moins bien calibré, a une moins bonne capacité d'expression? Donc nous, on travaille autour de ça, sur le terrain, par rapport à des problématiques terrain. Et pour entraîner l'équilibre, bah, on va utiliser plein d'outils. Et dans ces outils d'entraînement de l'équilibre, bah, on a des exercices qui s'apparentent aux exercices utilisés pour la réintégration, l'inhibition des réflexes archaïques, tout simplement parce que les réflexes archaïques, leur objectif, c'est de calibrer des sens. Et là, on parlait de vestibulaire. Bah, la grande composante sensorielle du réflexe tonique asymétrique du cou, par exemple, c'est la stimulation du canal horizontal, du côté où on tourne la tête et où le bras se tend. Mais ce qui veut dire que on peut utiliser des situations tirées du RTAC de manière à entraîner le système vestibulaire et donc entraîner l'équilibre pour améliorer l'intégration de toutes les informations sensorielles d'un point de vue vestibulaire au niveau du canal horizontal droit. Mais on pourrait aussi tout simplement réutiliser des exercices qui sont normalement utilisés en réhabilitation par des kinés vestibulaires, sauf que là, nous, on les utilise pour de l'entraînement. On aimerait 100% voir repousser, donc parler de développement, comme on développerait de la force, mais développer nos capacités d'équilibre. Là, pour ça, ben, on stimulerait de manière analytique le canal horizontal droit. Les deux sont justes. Nous, ce qu'on cherche, c'est juste à progresser. Donc voilà ce qu'on fait sur les sportifs, ce qu'on observe sur le terrain. Et sur le terrain, c'est simplement ben, développer la qualité physique qu'est l'équilibre. En utilisant les choses qui nous permettent de développer l'équilibre, l'équilibre, c'est le système vestibulaire. Bon, ben, comment on stimule le système vestibulaire? Quels sont les outils à notre disposition pour le faire? Et là, devant toi, ben, tu as une grosse boîte à outils qui est la RLP, où tu peux piocher réflexes, neurofonctionnels, etc., 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 entraînement, mouvement type, etc. Ok, Ça répond? super. Bah, je partageais mon Il n'y avait pas de expérience par question? rapport aux enfants. Par rapport aux enfants, tu sais, où moi, je retrouve énormément de problématiques vestibulaires chez les enfants. Après, j'ai un public où c'est souvent des enfants qui ont des troubles de la motricité ou des apprentissages. Et l'idée était de se poser la question, mais ouais, mais comment ça se passe ben, sur un échantillon plus large d'enfants, tu sais, qui vient pas forcément que pour des suivis. Et donc, on a mis en place un suivi là, dans une école. On a une trentaine d'enfants. On en a déjà parlé dans un autre quart d'heure neuro. Et là, on a suivi un premier cycle déjà de 5 semaines avec les enfants, sachant qu'il y aura encore deux autres cycles qui vont venir jusqu'au mois de juin. Et on s'aperçoit en faisant... Alors, on a essayé de prendre des tests d'équilibre, euh, des vrais tests d'équilibre. À côté, on a pris des tests des réflexes archaïques. Ces réflexes archaïques qui sont liés au système vestibulaire, comme Romain tu l'expliquais, parce qu'un réflexe archaïque, même si c'est une réponse automatique du corps, il y a une stimulation sensorielle qui est à la base. Et donc là, on a pris la stimulation vestibulaire à la base. Donc on a pris le réflexe de Moro, le réflexe tonique asymétrique du cou, le réflexe tonique labyrinthique et le réflexe tonique symétrique du cou en flexion et en extension. Pourquoi on a pris ces Mhm. réflexes-là? Parce que c'est ceux qui sont le plus détaillé au niveau des études scientifiques, selon les protocoles établis par Sally Godard et Peter Blight, donc la méthode INPP. Et on a essayé de les comparer avec des tests graphiques et des tests de lecture, qui sont des tests pris au niveau de l'éducation nationale. Donc les élèves, tous les 4 mois, ils doivent être évalués sur un test de fluence, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est un texte que je dois lire et combien de mots je suis capable de lire en 1 minute. Et donc l'objectif, c'était bah, de voir est-ce qu'il y avait vraiment une corrélation entre les réflexes archaïques
et les problématiques de lecture, d'écriture, etc., comme on peut le voir dans certains articles scientifiques. Et donc on les a évalués dans un premier temps et on s'est aperçu que tous les enfants sont quasiment tous les enfants sont positifs sur les réflexes archaïques. Il y en a que très peu qui ne sont pas positifs sur certains réflexes archaïques. Mais par contre, il y a un réflexe archaïque qui saute aux yeux, c'est le réflexe tonique asymétrique du cou. Le réflexe tonique asymétrique du cou, on a 100% des enfants qui sont positifs quand on vient le tester. Au bout de 5 semaines de travail, donc on a mis en place des exercices. Il y avait deux groupes distincts. Un groupe d'enfants qui continuait à faire l'école normalement, et un groupe d'enfants dans lesquels on donnait juste 3-4 minutes d'exercice par jour. Donc ils se mettaient en petits groupes dans une pièce isolée et ils faisaient des petits exercices liés au système vestibulaire notamment, puisque l'objectif c'était aussi de pouvoir évaluer cette compétence entre équilibre et apprentissage. Et on s'aperçoit au bout de 5 semaines qu'il y a des modulations au niveau des réflexes, des testings des réflexes en tout cas, et on s'aperçoit qu'au niveau du RTAC, le réflexe tonique asymétrique du cou, il y a pas mal d'enfants qui se sont améliorés dessus, et on retrouve un enfant qui n'est plus positif quand on fait le testing. Donc voilà. Donc après, pour avoir les statistiques complètes, bon, il faudra qu'on attende un peu parce que bien sûr cette étude elle vient juste de finir là avant les vacances. Et il va falloir qu'on envoie les différentes choses qu'on a récoltées à un statisticien que nous connaissons pas, qui est neutre et qui nous fera les statistiques complètes et qui nous permettront d'avoir une idée réelle de ce que ce suivi a pu apporter. Donc on fera ça au courant de l'été parce qu'il va y avoir bah, 2 autres cycles qui vont se mettre en place avec les enfants. On voit en tout cas que les enfants qui ont été dans le groupe qui a été testé et étudié là pendant ces 5 semaines, on voit pas mal d'améliorations sur leurs compétences d'équilibre. Après, je suis pas assez fin pour dire s'il y a vraiment eu des améliorations sur la lecture et sur les tests graphiques. Moi, je vois qu'il y a eu des petites évolutions, mais il faudrait vraiment faire les corrélations entre, voir la différence de progression entre les groupes qui n'ont pas fait les exercices et les groupes qui ont fait les exercices. Parce que tout le monde a évolué. C'est normal. Sinon, on arrêterait l'école si les enfants ils évoluaient pas au niveau de la lecture et de l'écriture. Donc voilà. Donc ça demandera un petit travail de fond pour être sûr. Et donc on va tester sur le deuxième cycle, par exemple, une autre façon d'amener le protocole. Ils vont le faire 2 fois par jour au lieu d'une seule fois par jour et voir si si ça améliore ou pas. Donc voilà. Et l'idée, c'est de se dire, moi c'est ce qui m'a choqué en tout cas, c'est de se dire que waouh, euh, tous les enfants ont des défauts d'équilibre, mais énormes. On voit par exemple des enfants qui, sur une échelle d'évaluation de 0 à 4, on a énormément d'enfants sur les premiers tests qui se retrouvent, je vous dis le RTAC, 3, 3, 4, 3, 2, 2, 3, 3, 3, 2. Donc c'est énorme sur le constat initial. Et après, on retrouve les mêmes enfants. Sur 5 semaines de suivi, on retrouve des chiffres 2, 2, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1. Donc voilà, les petites modifications qu'on a pu avoir. Pour autant, sur 5 semaines, les réflexes ne disparaissent pas. Ils sont encore présents et ça demande encore de l'entraînement. Donc voilà pour les petits constats de base qu'on a mis en place. Et nous, donc on a essayé de prendre des exercices qu'on retrouvait qui avaient déjà été effectués dans la littérature scientifique ou dans des méthodes connues comme l'INPP ou les méthodes MNRI, etc., etc., pour avoir une idée globale de ce qui était bon à mettre en place. On essaie quand même de partir du postulat que quand il y a des réflexes qui sont actifs, comme Romain le disait bien, à la base, c'est surtout un système sensoriel qui est défaillant. Et donc, on va essayer de travailler en amont sur ce système sensoriel. Et au fur et à mesure, dans notre façon de penser chez la BORNP, c'est mettre en place d'abord des exercices sur le système sensoriel, ensuite de venir mettre en place sur des exercices plus sensorimoteurs, et après peut-être plus vraiment de motricité accomplie comme on peut le voir dans la vie de tous les jours, être capable d'utiliser sa coordination œil-main de manière normale. Et on a voulu faire un petit recueil de tous ces exercices qu'on peut mettre en place bout à bout. Euh, et on va vous proposer
là très prochainement un premier livre pour Labo RNP qui va sortir et qui va vous expliquer ce qu'est déjà le réflexe tonique asymétrique du cou, quel est le système sensoriel à la base de ce réflexe tonique asymétrique du cou, et toute une progression avec plus de 30 exercices qui sont mis en place il y a plus de 70 pages, je crois, dans le livre, pour vous expliquer comment on peut travailler sur ces réflexes liés à l'équilibre. Et dans ce livre, parce que c'est bien de proposer des exercices, on vous propose surtout 5 niveaux d'évolution que vous pouvez mettre en place pour progresser sur 3 à 4 mois sur le réflexe tonique asymétrique du cou. Donc voilà, c'est un livre qui va paraître rapidement sur Amazon. Donc vous pourrez avoir le lien très rapidement. Il suffit de nous envoyer un message si vous êtes intéressé, parce que le livre, il n'est pas encore intégré sur Amazon. Là, on est en finition au niveau de la mise en page, et il va être intégré très prochainement. Donc quand ce quart d'heure neuro va sortir, là, ce quart d'heure Labo 200, le livre devrait sortir dans les 2-3 jours après. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux, par mail, parce qu'on va vous partager ce lien. Et on mettra le lien une fois qu'il sera, on rajoutera dans la description YouTube ou la description sur les différents podcasts, vous le retrouvez en dessous. Dans la description, directement le lien vers le livre. Donc voilà, c'était pour vous partager ce petit retour d'expérience. On continuera de toute façon à vous partager ce petit retour, ces sujets d'observation qu'on fait avec les enfants à l'école, sachant que c'est une observation qui a été validée par l'Éducation nationale et c'est un protocole d'études scientifiques qui est mis en place avec la collaboration de l'Université de Franche-Comté et le docteur Julie Bastière. Je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Merci pour votre écoute et on se dit à très très vite. À bientôt.